Alors, Kamel Daoud, Zabor, le personnage principal de votre précédent roman, se demande s'il doit écrire ou se taire. Vous avez vite choisi. Aujourd'hui, on vous appelle l'homme révolté qui ne peut pas se taire. Alors, vous établissez un lien direct entre la misère sexuelle et la montée du radicalisme religieux. Vous dites, tant que les religieux auront le monopole du discours sur le sexe, nous ne guérirons pas. C'est ce que je pense. D'abord, dans les sociétés dites arabes, et même ici, il faut qu'on arrache le discours sur la sexualité et la mort aux religieux. Je ne comprends pas pourquoi un religieux a le droit de discourir sur la sexualité tout le temps, de l'épilation à la hauteur du talon, et dès qu'un intellectuel le fait, on l'accuse d'essentialisme, on l'accuse de trahison de sa propre communauté. Vous dites en fait, l'érotisme est une clé de ma vision du monde. C'est revenir à l'essentiel. Avant toute chose, on est désiré et désirable. Si on perd les deux, on perd tout. Donc, pour moi, l'érotisme, ce n'est pas exclusivement l'expression sexuelle, ça va au-delà. Je parle de misère sexuelle, mais je parle aussi de misère culturelle. Quand on n'a pas accès à un ballet, à un théâtre, à une piscine, à un livre, à une salle de cinéma, on est dans une misère érotique. On perd le lien de désirant et de désirable vis-à-vis du monde, et ça, c'est important. Alors, le rapport à la femme est pour vous, finalement, une sorte de baromètre des civilisations. C'est ce que je vous jalouse chez vous, malgré toutes les... Je n'idéalise pas outre mesure l'Occident, je ne suis pas naïf. Mais en même temps, je me dis, c'est quelque chose que j'ai conclu un jour. J'étais en Suisse italienne. On est sorti le soir après un festival et j'ai vu des femmes se promener. Et je me suis dit, c'est leur seule avance sur nous. C'est la liberté des femmes, qu'on ne le veuille pas, avec toute mesure gardée. Alors, vous dites, l'orgasme n'est pas une traîtrise, il n'est pas un concept de l'Occident, c'est un droit universel. C'est très simple. Lorsqu'on est un intellectuel entre deux passions et deux cultures, entre une terre et une culture que l'on regarde de loin, entre l'Occident et le Maghreb, on est toujours soit on fabrique de vous le dissident en Occident, parce que l'Occident aime fabriquer des dissidents, soit on fabrique de vous le traître de l'autre côté. Et le casting est très simple. Ceux qui représentent l'authenticité, l'identité, la spécificité culturelle sont devenus les religieux et les conservateurs et les populistes, et nous qui défendons des valeurs universelles, non seulement occidentales, comme l'orgasme, comme la liberté, le droit de jouissance au corps, on est assimilés à des agents de l'Occident. Donc on se retrouve dans une situation de crise permanente. Alors, le 13 décembre 2014, dans On n'est pas couché, vous dites que la religion est un frein au développement du monde arabe. Une fatwa est lancée contre vous. Un imam salafiste réclame votre mort pour apostasie et hérésie sur Facebook. Il y a eu combien de likes? Ça, il faut lui demander à lui. Bon. Non, mais j'estime que me mettre en avant par rapport à d'autres qui souffrent dans cette géographie-là, c'est indécent. Je pense qu'une lycéenne kidnappée par Boko Haram a plus de légitimité que moi de parler un petit peu de martyrs, de souffrance et de menaces. Mais en même temps, on est dans une situation où lorsqu'on défend son avis, on est toujours attaqué. Et ce que je disais à l'époque, c'est que je pense que les gens ont le droit de choisir un Dieu, mais ils n'ont pas à l'imposer aux autres. Et donc, c'est ce que dit mon personnage dans Meursault, la religion, c'est un transport collectif que je ne prends pas. Donc, il est... Chercher un Dieu, croire l'avoir trouvé, l'adorer, en faire le centre de sa vie, c'est tout à fait légitime. Je me bats pour que les gens puissent avoir cette liberté-là. Mais en même temps, je me bats pour que ceux qui l'ont trouvé ne l'imposent pas aux autres. On est bien d'accord. Alors, le 31 janvier 2016, vous publiez une tribune dans Le Monde au sujet des agressions sexuelles à la gare de Cologne pour le Nouvel An. Vous dites que les immigrés ont échappé à leur géographie, mais c'est pas parce qu'ils viennent ici qu'ils échappent à leur culture. Non, c'est un appel aux miens d'abord. C'est une tribune qui a été publiée en Italie, reprise en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Elle n'a pas provoqué autant de bruit. Mais publiée en France, ça a été l'explosion. Ça en dit aussi beaucoup sur votre pays. Et sur comment on perçoit les choses et sur les dénis qu'on entretient dans votre pays. Donc, ce que je disais, c'est un texte en deux parties. Je disais que, d'un côté, ceux qui ferment les portes chez vous seront obligés un jour de tirer par les fenêtres. Il faut l'assumer. Je défends l'idée d'une solidarité universelle. Mais d'un autre côté, être dans l'angélisme et accueillir et croire être absous du reste, ce n'est pas vrai. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un puisse échapper à un pays en guerre pour chercher la liberté, mais que cette liberté la veut pour lui et pas pour sa femme qui marche derrière. Donc, il faut participer à la liberté que l'on cherche et il faut la défendre pour tout cela qu'on accueille. Alors, bravo. 3 jours après cette colonne, donc, dans des journaux européens, un groupe d'intellectuels français vous taxe
d'anti-humanisme, d'islamophobie, et sous le choc, vous songez à arrêter vos chroniques, parce que se faire allumer par les islamistes, c'est une chose, mais se faire allumer par des intellectuels français, c'est quand même très grave. C'était la goutte qui faisait, disons, déborder le vase. Ouais. J'ai subi, en même temps, c'est un caprice de riche, le succès de Meursault contre Enquête qui était énorme, je ne l'attendais absolument pas. Ma parole devenait un peu plus surveillée, donc j'étais devenu un médiatique, alors que j'étais avant un journaliste. J'étais entre deux mondes, entre deux cultures, et je perdais contrôle sur ma propre parole. Donc je voulais revenir à ma passion essentielle, qui était la littérature. Qu'il y ait des réactions ici, bon, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais moi je vis là-bas. Et d'un autre côté, qu'on m'accuse de ne pas pouvoir et de ne pas avoir le droit de parler de mon réel au nom d'une sorte de rente postcoloniale, au nom d'un confort, au nom de credo universitaire, ça je le refuse. On est en train de réinventer le politiquement correct et de le radicaliser quelque part. Le postcolonial est une rente universitaire, est une rente victimaire, est une rente de confort. Ça veut, je n'absous pas la colonisation, mais je dis qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on parle du présent. En 62, oui. Exactement. Et donc je refuse que je sois l'illustration d'un discours postcolonial où je joue la victime, mais qui se tait. Je parle de mon réel et de mon présent et maintenant, et je parle comme je veux. Alors, on vous a traité effectivement d'islamophobe, de collabo, de harki, de sioniste, d'apostat, de traître, d'agent de l'Occident. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal, Kamel? Ce n'est pas l'insulte qui me vise, c'est l'insulte qui vise les miens. C'est ce qui fait le plus mal, parce que moi j'assume peut-être plus ou moins la facture, peut-être avec vandardise, avec vanité, mais quand ça touche les miens, cela me blesse. Et puis je n'aime pas qu'on doute de ma bonne foi. Je suis quelqu'un qui essaie de trouver des réponses, qui essaie de construire des réponses. Je n'aime pas qu'on dise que je fais ça pour avoir des papiers en Occident. Ouais. Je n'aime pas qu'on dise que je fais ça pour vous plaire à vous, occidentaux, parce que de toute manière, moi je ne veux pas être vous, je veux être mieux que vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.